Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, samedi matin, 9 h en direct. Là, vous m'aurez toute la matinée. Je remplace notre patron d'émission, Nicolas Stocker, qui avait besoin de partir un peu en vacances. Il est en Bretagne. On le salue lui et son assistante Lara Stam. Donc aujourd'hui, libre journal de géopolitique profonde très particulier. J'ai l'honneur de recevoir son excellence, l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine, Madame Kondic Panic. Bonjour chère madame. Bonjour à vous. En tout cas, je suis très contente de vous avoir. Oui, moi je suis vraiment aussi très contente. C'est un grand plaisir d'être à la radio. Ce Vous êtes déjà venu oui. ici? Oui, c'est la deuxième fois que je suis ici à la radio. Bon bah, très bien. Et c'est le plaisir vraiment de partager à vous et je vous remercie encore une fois pour l'attention que vous portez aux questions liées avec la Bosnie-Herzégovine. C'est tout à fait normal. On va parler justement de la médiatisation de la Bosnie. On va expliquer pourquoi il n'y en a pas. J'ai à ma gauche maître Georges Domergue qui vous assiste, avocat, qui a énormément de choses à dire sur justement le point de vue peut-être juridique aussi des accords de Dayton qui lient la Bosnie-Herzégovine. Bonjour cher maître. Bonjour, très heureux également d'être avec vous. Merci à vous. Je salue bien entendu notre réalisatrice ici présente, Virginie. Oh là là, pendant 3 semaines, elle sera avec moi. Salut, chère Virginie. Mimi Glam, on l'appelle Mimi Glam dans le milieu. Merci à toi, chère Virginie. Et bien sûr, Sylvie qui est présente. Elle est ici au standard. Elle est là pour prendre vos commentaires. Et je sais qu'ils sont très, très nombreux. Notre ami Raphaël Beslu arrive, directeur de la publication de Géopolitique Profonde. Salut, cher Raphaël, comment va? Bonjour Mike, en cette matinée de samedi. Radio Courtoisie. Hein? En ce samedi matin. Oui, ça va très bien, un peu fatigué, mais ça va. Bon, bah, très très bien. On est très matinaux ici. On va parler donc du coup de la Bosnie et Herzégovine. Il y a une crise dans les Balkans. Évidemment, aucun média n'en parle. Et du coup, votre Excellence, pourquoi, d'après vous, personne n'est au courant de ce qui se passe, enfin en tout cas personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici, en Bosnie? Bon, probablement, on est un peu éloigné de la France, notre position géopolitique c'est l'Europe, quand même. À l'Europe du Sud-Est, voilà, et donc peut-être dans les pays de notre entourage, il y a beaucoup plus d'attention portée sur la question de la Bosnie-Herzégovine. En France, probablement les questions qui sont liées avec l'Ukraine, avec la nouvelle administration de Donald Trump, les positions de la Chine ou les problématiques au Moyen-Orient sont beaucoup plus intéressées par les spectateurs en France. Mais en Bosnie-Herzégovine aussi, on est depuis l'établissement de paix, donc création de notre pays, la Bosnie-Herzégovine, on a une tension légère en continuation, donc avec ces points forts et faibles, mais même aujourd'hui, il est visible que nous sommes devant une crise, peut-être la plus grande crise depuis la depuis fin 25 ans. Oui, depuis presque 30 ans de l'accord de Dayton que vous avez mentionné, qui a établi le paix en Bosnie-Herzégovine et qui a été signé ici à Paris. Cher maître, vous êtes avocat, vous êtes français. Vous le voyez ici quand même en France, on est assez sous-informé. On est sous-informé parce que pour comprendre aussi ce qui se passe dans les Balkans, il faudrait être très informé. C'est-à-dire que les données politiques, juridiques, historiques sont complexes. Quand on parle des Balkans, on pense tout de suite à complexité en raison de ce patchwork d'ethnies, de nationalités, de langues, de religions, d'alphabets. Et je crois que ça nous échappe un peu. Et il faut beaucoup d'explications et de pédagogie pour arriver à comprendre et donc à s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Bah, du coup, cher Raphaël, comme tu es présent avec nous, bon, on est géopolitique profonde, donc voilà, on parle de géopolitique, on s'intéresse à tous les coins du monde. Toi, en tant que personne informée, les Balkans, ça te parle?
Oui, ça me parle surtout que j'ai pu voyager à la fois en Serbie et aussi au Monténégro. J'ai pu aller aussi au niveau de la Croatie. Je suis pas allé en Bosnie-Herzégovine malheureusement, mais la situation de l'ex-Yougoslavie est extrêmement importante parce qu'il y a un passé qui est très lourd et l'actualité résonne sur les plans géopolitiques, surtout quand on voit l'historique de l'OTAN, quand on parle de l'ex-Yougoslavie. Et quand on voit les différentes tensions, là, qui sont dues surtout à des tensions ethniques, on peut voir qu'elles sont instrumentalisées de manière très pertinente, malheureusement, j'ai envie de dire, par des forces extérieures. Et il y a des enjeux très importants, que ce soit sur des plans de collaboration économique avec l'Europe, la Chine ou autres. Et malheureusement, on en parle très peu, alors que pourtant, dès qu'on voyage là-bas, quand on va en Serbie ou même Monténégro, on voit que la mémoire est encore très vive de cet historique qui est très lourd. Si je parle de la Serbie, c'est par exemple ce qui s'est passé quand même en 1999, c'est-à-dire briser intégralement le droit international, pouvoir bombarder la Serbie avec la guerre du Kosovo, qui est une honte absolue normalement en termes de respect du droit international et qui a encore des conséquences aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ce Kosovo est une honte internationale. Un peu comme si demain, cher Raphaël, une partie de la France euh, prenait son indépendance et que tous les pays, enfin l'ensemble des grands pays internationaux, ben, acceptaient cette indépendance. Oui, et l'accepter est de force, c'est tout simplement. Et je sais pas, c'est comme si on imaginait nos chers Basques ou les Bretons qui ont une identité forte. Et ben on voit des forces de l'OTAN qui décident de venir pour amener cette indépendance-là et après laisser le terrain libre tout en plaçant certaines bases. Et après s'étonner d'avoir une situation extrêmement tendue sur le plan social et aussi sociétal. Mais là, le sujet n'étant pas uniquement la Serbie, enfin, il y a le peuple serbe qui concerne énormément la situation en Bosnie-Herzégovine. Là, je vais surtout écouter parce que j'ai besoin aussi de cette pédagogie sur ce territoire-là. Eh ben, justement, on va faire de la pédagogie et peut-être, Votre Excellence, commencer la chronologie par le début. Oui, peut-être c'est pas facile de le dire brièvement, en fait, dans Non mais peu de temps. allez-y, vous Mais, avez le temps, on vous laisse le mais temps. je vais être... Vous n'êtes pas chez nos confrères, vous D'accord. avez droit qu'à 30 secondes. Là, vous avez vraiment le temps de parler parce qu'en plus, nos auditeurs qui nous écoutent ont soif de cette information et c'est pour ça que tous les samedis matins, ils se lèvent tôt pour écouter cette information. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par le fait qu'on se trouve dans la position de l'Europe sud-est. On était toujours dans une situation de rempart entre l'islam, entre le chrétianisme à l'Europe, entre le monde occidental et entre le monde oriental, évidemment, et que on faisait partie d'un royaume de Serbie et avant de être envahi par les Ottomans, l'espace de la Bosnie-Herzégovine était habité majoritairement par les chrétiens orthodoxes, mais avec le temps qu'on a passé sous le période ottomane pendant les 4 siècles, bien sûr que beaucoup de populations a été obligées de prendre l'islam comme sa religion, ce qui a beaucoup changé une image entière de cet espace. Avant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre balkanique, les Serbes ont quand même réussi de se libérer de cette période ottomane et d'être soumis sous cette vraiment situation très dure et difficile pour la population qui n'était pas prête à prendre l'islam comme sa religion. Donc, on a subi beaucoup des impôts qui ont été même des impôts qu'on était obligé d'envoyer les enfants, les jeunes hommes d'âge de 10 jusqu'à 13 ans à l'armée de sultan. Donc, cette période, quand il a fini, on a été aussi beaucoup touché par la Première Guerre mondiale où la population serbe a grandement participé, était alliée avec la France, avec les autres États qui ont justement lutté pour la liberté et pour la possibilité de vivre normalement. Après la Première Guerre mondiale, on a fait partie du royaume de Serbes, Croates et Slovènes.
Deuxième Guerre mondiale a aussi beaucoup touché la population en Bosnie-Herzégovine, surtout les Serbes qui étaient considérés par les Croates qui ont collaboré avec les nazis de même manière comme les Juifs. Nombreux camps de concentration ont été mis en place pour exécuter tous les Serbes et Juifs. Et voilà, donc c'était une période très dure et très dense dans notre histoire, mais à la fin de la guerre, sous le patronage de Tito, qui était vraiment quelqu'un de très remarquable de notre histoire. On a créé une Yougoslavie, on s'est mis d'accord de vivre ensemble tous les peuples slovènes sud-est et créer une Yougoslavie comme un pays fédéral de plusieurs républiques autonomes. On a passé 40 ans sous cette période de communisme où presque il était interdit de pratiquer aussi notre religion parce qu'on a eu cette essaye de présenter comme on est tous les mêmes, on est tous citoyens d'un peuple et notre nationalité c'est yougoslave. On n'est pas ni serbe, ni croate, ni d'autres, ni macédoine, mais on est tous yougoslaves. Avant en fait de cette dissolution de la Yougoslavie, dans les années 80 et 90, il y avait eu une hausse de ce nationalisme, surtout chez Slovènes, Croates et d'autres. Les Serbes, ils voulaient quand même préserver la Yougoslavie et rester unis ensemble avec les autres Slaves du Sud. Bon, le problème en Bosnie-Herzégovine est arrivé évidemment parce que la Bosnie n'était jamais un pays indépendant et on ne pouvait pas dire que nous avons une nationalité de Bosnie-Herzégovine. Il y avait soit les Serbes, soit les Croates et les musulmans. Les musulmans, au début des années 90, ont créé leur nationalité et nommé comme ça, c'est la nation bosniaque, et que leur langue est bosnienne, donc c'est pas plus nommé comme le serbo-croate, c'est bosniaque, ce qui est aussi un peu de donner des tensions parmi le peuple, parce qu'on voulait pas que de nouveau on vienne jusqu'à une imposition des faits qui ne sont pas liés avec notre histoire. Le conflit a démarré parce qu'il y avait des problèmes. Les Serbes, ils voulaient rester dans la Yougoslavie. Les Croates et Bosniaques, ils ont annoncé leur indépendance. Et de Bosnie-Herzégovine, comme la réponse à ce conduite-là, les Serbes ont créé la République serbe de Bosnie-Herzégovine avec la Constitution, avec l'Assemblée nationale de République serbe, avec le président et avec l'intérêt et l'unique but de préserver et de garantir la stabilité et la paix et la protection au peuple serbe qui est situé en Bosnie-Herzégovine. Donc, après toutes ces histoires, 4 ans de guerre dure et difficile qui a vraiment pris beaucoup de vies, malheureusement, qui étaient terribles pour tous les côtés, pour toutes les populations de Bosnie-Herzégovine. Il s'est fini avec les accords de Dayton qui ont été, comme j'ai dit, ici à Paris et qui sont établis quand même un rapport de force en Bosnie-Herzégovine assez équilibré qui ont donné suffisamment d'autonomie à chacun des peuples, mais nous pouvons continuer de... Merci à vous, Votre Excellence. Cher maître, que disent exactement ces accords de Dayton de 1995 ? Les accords de Dayton, ce sont des accords de paix. Il y a des mesures d'urgence et militaires qui visent à séparer des troupes qui sont en conflit armé. On sait que ce qui s'est passé en Bosnie dépasse d'ailleurs le conflit armé, en ce sens que les civils ont été touchés de part et d'autre, parce qu'on a beaucoup parlé de Srebrenica, et à juste titre. Mais on oublie souvent de signaler qu'avant Srebrenica, il y a eu d'autres massacres comme celui de... Dites-les-nous. Parce qu'on a beaucoup mis sur le dos des Serbes. Oui. Faut dire les choses. C'était les grandes victimes des accords internationaux. Bon, on verra probablement tout à l'heure quel rôle ont pu avoir tel ou tel État ou force en Europe ou dans le monde, dans la naissance même du conflit d'ailleurs, dans l'explosion de la Yougoslavie. Et ce n'est pas étranger ensuite à l'histoire qu'on nous a racontée. C'est-à-dire que
l'histoire est racontée par les vainqueurs, on le sait, et c'est ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. On a vraiment pointé du doigt les Serbes, créé une sorte de profil d'agresseurs, de militaires ultranationalistes. Mais en fait, ce nationalisme, comme le disait Madame l'ambassadrice, c'était en réalité la défense, d'une part, d'une certaine idée, d'un certain idéalisme qu'il y avait autour de la Yougoslavie, un autre socialisme. Il y avait peut-être quelque chose d'utopique dans ce projet, mais en réalité, il suffit de se reporter au cinéma serbe, au cinéma yougoslave même à l'époque, pour voir qu'il y avait un véritable bonheur, quelque chose qui s'était créé dans cette fédération de Yougoslavie. Donc, on avait créé cette image et en est ressorti un certain nombre de lieux de massacres qui sont toujours ceux qui sont attribués aux troupes serbes. Et en réalité, il y a eu, avant même cette riposte, en quelque sorte, des troupes serbes, des massacres commis notamment par les musulmans à Bratunac en 1992. Et Srebrenica est venu un peu en réponse à ce qui s'était passé avant. On parle de milliers de morts, là aussi. Il y a un film qui est sorti récemment, The Witness, qui a été diffusé en France, sous la traduction Le Témoin. Sur le massacre dans Srebrenica ? Alors non, sur les massacres justement dont ont été victimes les populations serbes de Bosnie-Herzégovine. D'accord. Donc c'est très intéressant parce que ça part de l'expérience très concrète d'un médecin légiste, le docteur Stankovic, qui a procédé à des investigations vraiment scientifiques à partir des corps des personnes massacrées. On a, je crois, autour de 7000 morts qui ont été dénombrés par ce médecin légiste. Et évidemment, il a fait des autopsies sur une partie de ces victimes. Et il y a eu 50 charniers qui ont été découverts par lui et par ceux qui ont voulu rétablir la vérité. Et on voit à quel point on est allé très loin dans l'horreur, massacrant des femmes et des enfants serbes. Ça a été totalement oublié. C'est une sorte d'amnésie, ou plutôt de cachotterie, de mensonge, un peu des dominants, qui sont les Occidentaux, qui ont contrôlé finalement l'information. Et la seule information dont les Français, comme d'autres Occidentaux, ont bénéficié, c'est cette information tronquée. Non pas qu'il faille dissimuler, cacher les massacres qui ont pu être commis par des troupes serbes, mais parce que si on veut raconter l'histoire d'une manière, sinon objective, du moins honnête, il faut expliquer ce qui s'est passé de part et d'autre. Bien sûr. Alors, cher Raphaël, on a l'impression que l'ex-Yougoslavie, on va dire, a été victime de l'idéologie du monde moderne, enfin la première victime de l'idéologie du monde moderne, c'est-à-dire la haine des nations, pour la création peut-être de genre d'euro-région, si je puis dire. Bon, je sais pas quel autre terme je pourrais utiliser. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est plutôt bien dit. Il faut d'ailleurs regarder à ce sujet-là ce qui se dit au sein des pays de l'ex-Yougoslavie. Il y a des projets qu'on peut appeler des projets de nouvelle Yougoslavie, mais de UE Yougoslavie, et qui sont au niveau d'union douanière. Il faut regarder aussi les pays qui sont candidats. D'ailleurs, je crois que là, le dossier avait été relancé en 2024 pour la Bosnie-Herzégovine, suite à l'acceptation en tant que candidat pour l'Union européenne. Mais les différentes opérations qui ont pu avoir lieu au fur et à mesure des années, moi, encore une fois, je parle de la guerre du Kosovo, qui est le meilleur exemple, en fait, de l'éclatement de toute une zone, de tout un territoire, avec un peuple qui était très fort. Ce qui a été aussi très bien rappelé à la fois par Maître Domergue, mais aussi par Madame l'ambassadrice, c'est une histoire qui est oubliée par les Occidentaux, les Français. Alors l'histoire est écrite par les vainqueurs, bien sûr, et il y a aussi la modernité qui nous empêche, qui nous met des cache-œils sur certains sujets qui sont très présents, par exemple aujourd'hui en France, c'est l'influence de l'Empire ottoman. Et il faut parler quand même de cet aspect-là, parce que ça veut dire qu'il y a des mouvements de population et des oppositions ethno-religieuses qui sont très fortes, et tellement fortes aujourd'hui que ça en fait des groupes politiques très importants, et ça amène à de nombreuses problématiques au fur et à mesure de l'histoire, c'est-à-dire des guerres, des affrontements entre des peuples, entre aussi des groupes armés. Et malheureusement, la manière dont c'est orienté aujourd'hui, si, à mon avis, les spectateurs essaient de lire la presse
sur le sujet de la Serbie va souvent être représentée comme un pays très sûr de lui-même, avec les autres pays de l'ex-Yougoslavie qui ont peur de l'hégémonie serbe, surtout dans le cadre, par exemple, du projet de l'ex-Yougoslavie, où on a la Serbie, l'Albanie, ainsi que le Monténégro qui décident de collaborer ensemble sur un plan économique. Oui, il y a cette communication qui a été créée par l'Occident de ce méchant serbe, ça il faut le dire, et c'est resté, c'est imprégné dans l'esprit du kidam occidental. Oui, évidemment, c'est comme ça. On a cette stigme qui est toujours là, présent, et on essaye vraiment de montrer au monde que ce peuple serbe que vous mentionnez aujourd'hui, il était toujours à côté de positif, à côté de vainqueurs, en fait, dans notre histoire, et qu'on a vraiment attribué beaucoup. On a, pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, on a subi beaucoup de victimes dans notre difficile, troublant histoire, et grâce peut-être et à cause à cette position géopolitique qui est entre différents mondes et influencée toujours par les différents points d'influence. Et je vais donner un exemple. Alors, vous allez dire que cet exemple est un peu peut-être trivial, mais c'est celui de Novak Djokovic. Novak Djokovic, c'était quand même un grand champion de tennis qui déclare toujours son amour pour la Serbie, et je remarque que face à un adversaire un peu reconnu, les Nadal, Federer, il est toujours sifflé. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ça. Oui, oui. C'est vrai, il est toujours sifflé. C'est notre destin. Ben c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la psyché, dans l'inconscient des gens, il y a une sorte de serbophobie, comme il y a une russophobie, par exemple. Oui, ils n'acceptent pas que quelqu'un qui vient de peuple serbe peut être réussi. Mais vous avez aussi aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais la contribution remarquable de Nikola Tesla, par exemple, ou d'autres... Oui, mais ça, on cache qu'il est serbe. Oui, voilà. Mais son père, il était prêtre serbe, évidemment, vivait en Croatie, mais surtout serbe, et beaucoup d'autres scientifiques ou des hommes réussis. Mais Raphaël a totalement raison, il a parlé de conflits ethno-religieux, même si, tiens, qu'est-ce qui différencie, hormis la religion, un bosniaque d'un serbe? Rien d'autre, parce que la plupart des Bosniaques, en fait, musulmans en Bosnie-Herzégovine, ce sont des Serbes qui se sont convertis pendant la période ottomane à l'islam. C'est clair, il y a beaucoup d'exemples. Il admet même eux qu'en fait, ils étaient serbes et orthodoxes, mais ils ont changé quelquefois, ils étaient obligés de le faire. Quelquefois, ils ont choisi pour avoir une vie plus légère avec l'islam et avec cette soutien des Ottomans en ce cas-là. Donc, tous appartiennent au peuple slave, on parle la même langue, on a une apparence physique pareille, donc il n'y a pas de différence. Donc, c'est aujourd'hui la question religieuse qui détermine, si je puis dire. Et donc, du coup, c'est depuis l'arrivée de l'Empire ottoman que, on va dire, les problèmes commencent. Oui, on peut dire comme ça, que le peuple, la population s'est partagée de différentes manières religieuses, et que ça a augmenté quelquefois des tensions entre les communautés. Mais plutôt, je dirais qu'il y a une influence étrangère qui a introduit plus souvent les conflits entre les populations. Pendant la période d'annexion du royaume austro-hongroise aussi, qui a quand même vu qu'il est beaucoup plus facile de dominer et de diriger la population s'il y a un conflit entre eux. Donc, vous mettez deux en conflit, et vous, comme quelqu'un qui est patron, vous pouvez facilement... Mais oui, cher maître, parce que vous savez bien, la religion, qu'on le veuille ou non, est un marqueur culturel. C'est un marqueur culturel, mais c'est quelque chose de malléable aussi. Comme le dit Madame l'ambassadrice, en fait, la pratique de la religion musulmane a évolué avec le temps, et elle s'est durcie ces derniers temps. Elle s'est durcie en Bosnie ? Elle s'est énormément durcie en Bosnie, notamment dans les pratiques alimentaires ou dans les usages vestimentaires. On voit bien une évolution entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait il y a 40 ans même. Par exemple, les musulmans de Bosnie, on peut le dire maintenant, il y a prescription, mangeaient du porc et buvaient de l'alcool de manière assez générale. Ils avaient une pratique extrêmement souple de la religion musulmane.
On les différenciait donc finalement assez peu, en dehors du fait qu'ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux de culte, de la population serbe, d'autant que, comme ça a été rappelé, en réalité, ethniquement, ce sont au départ des Serbes, de la même façon que les Croates et les Serbes sont, selon toutes les recherches qui ont été faites génétiques, de la même origine. Une origine d'ailleurs qui peut nous rapprocher même de la France, et c'est pour ça qu'on a toujours été Comment la assez rapprocher de la proche France? des Serbes, en ce sens que ce sont des peuples celtes et souabes qui ont constitué, occupé les espaces que nous occupons aujourd'hui, aussi bien en France que dans les Balkans. La population celte, elle vient selon toutes les données disponibles du Caucase, en fait, de l'Est de l'Europe. Donc, il y a un rapprochement qui pouvait se faire assez facilement jusqu'à l'époque de Tito, entre toutes ces populations, d'autant qu'elles avaient donc à la fois un but commun, celui qui avait été créé, ce but nouveau, ce nouveau socialisme, et en même temps une autorité centrale très forte. Donc on avait des facteurs d'intégration qui étaient plus forts que les facteurs de désintégration, jusqu'à ce que, à la faveur de la recomposition de l'Europe, de la chute du rideau de fer, eh bien, des opportunités se dessinent pour d'autres États extérieurs à la Yougoslavie qui souhaitaient retrouver dans leur giron tel ou tel peuple. Les Autrichiens pour les Slovènes, les Allemands pour les Croates, et puis malheureusement aussi à l'extérieur de l'Europe, c'est ce qui explique probablement ce basculement idéologique dans la pratique de la religion musulmane des pays du Golfe, les frères musulmans, etc., qui sont arrivés sur place, ont fourni des moyens aussi bien militaires que une idéologie. Et aujourd'hui, donc, on a cette pratique de la religion qui est beaucoup plus rigoriste. Justement, c'est cette aussi. question que j'allais poser à votre Excellence. C'est que, par exemple, je prends l'exemple de la Pologne. Il y a une ethnie tatare qui représente à peu près 50 000 personnes musulmanes, assimilées depuis le XVIe siècle à la Pologne. Et on voit des arrivées de Turcs et de pays du Moyen-Orient qui essayent de brosser dans le sens du poil cette population. Est-ce que c'est pareil aussi justement en Bosnie avec la population musulmane? Est-ce qu'il y a des arrivées étrangères, peut-être turques, peut-être moyen-orientales, pour peut-être rendre, comme le dit Maître Domergue, la population, on va dire, plus islamo-compatible? Oui, évidemment, vous avez bien noté ça. Donc, moi, je peux commenter seulement les résultats qui sont visibles sur le terrain. Quand je viens à Sarajevo, je ne peux pas reconnaître ce ville. Ce n'est pas le même comme c'était avant. Maintenant, c'est beaucoup plus présent cet facteur islamiste, les mosques partout, donc les femmes qui portent voile. Avant, ce n'était pas possible à voir en Bosnie-Herzégovine parce que même les musulmans de Bosnie, ils étaient beaucoup plus européanisés et modernes. Aujourd'hui, on peut voir une hausse de l'islam extrémiste même avec les villages en Fédération de Bosnie-Herzégovine où ils essayent d'éduquer les militants, des futurs militants islamistes en Bosnie-Herzégovine. Et donc, pour nous, qui sont les Serbes et les Croates, ça fait un sentiment de, pas agréable du tout. Cher Raphaël, on le voit, nos pays sont quand même fragiles face à ces arrivées extérieures de lobbying, si je puis dire. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on observe des enclaves. Je cite régulièrement le Kosovo, et je vais le faire de moins en moins, évidemment, mais c'est quand vous prenez pour l'aspect religieux, si vous prenez la Serbie ou même la Croatie, on est à 90%, d'après les statistiques, de catholiques, enfin d'orthodoxes en tout cas, de chrétiens. Et lorsque vous regardez maintenant ce qu'est l'enclave kosovare, eh bien, c'est inversé. On est à plus de 80%, enfin plus de 90% musulmanes. Et ça permet après à avoir des opérations, parce que le problème, c'est encore une fois les forces étrangères. Lorsqu'on voit les différents types d'investissements qu'il peut y avoir, on parle de l'aspect architectural, mais qui est très important. C'est-à-dire
lorsqu'on va développer des mosquées, ce sont des investisseurs qu'il va y avoir derrière. En France, on a exactement ce même problème-là. C'est qui finance les mosquées en France? On se rend compte que ceux qui financent les mosquées, ce sont des groupes radicaux religieux, donc qui représentent non pas forcément cet islam. Maître Domergue a été, encore une fois, très pertinent sur un point, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, de communautés musulmanes, y compris dans les Balkans, qui pratiquent un islam très léger, modéré. Moi, je suis maintenant aujourd'hui en Bulgarie, je suis roumain d'origine, et on voit des musulmans qui mangent du porc, qui boivent de l'alcool. Ça me veut dire qu'il y a quand même beaucoup moins de pratiques radicales de cette religion-là, et qui permet, on va dire, de créer moins de tensions, moins d'opposition de par ces pratiques radicales religieuses qui après opposent deux peuples différents. Et quand je dis deux peuples, c'est parce que la religion est un ciment des populations. Donc, et on peut voir avec ces effets-là à qui peut profiter le fait de vouloir, on va dire, durcir ces situations-là. Je le rappelle, encore une fois, c'est-à-dire que la situation comme le Kosovo a été faite et développée par des forces étrangères. Donc il faut se demander si sur ces autres terrains-là aussi, il n'y a pas des motivations pour empirer ces situations et ces tensions-là. Alors, tu as totalement raison. Après, la pratique, c'est une chose. Parce que voilà, les gens. Parce que souvent, tiens, des fois, on pose des questions après attentat. Ah, mais il était bien, il était sympathique, ce garçon. Et en fin de compte, il a quand même été terroriste. Et souvent, on remarque dans la vie de ces gens qui buvaient ou mangeaient ce qu'il ne fallait pas manger et boire dans la religion. Mais c'est pas ça qui est important en réalité. Ce qui est important, cher maître Domergue, c'est en fait qu'in fine, même si vous ne respectez pas la religion à laquelle vous êtes, vous avez cette appartenance. C'est ça en fait. Oui, bah, c'est-à-dire que Et justement, je suis désolé de vous couper, et d'ailleurs, madame l'ambassadrice l'a bien remarqué, les pays déjà à l'époque utilisaient l'appartenance pour diviser des peuples qui ont toujours vécu ensemble. Oui, mais l'art de la manipulation est très ancien, il remonte même au-delà de Machiavel. On a tendance à faire croire à ces communautés ce qui intéresse en fait telle ou telle force extérieure. Donc on les conforte dans leur particularisme. Comme vous utilisiez l'image de caresser dans le sens du poil, c'est un petit peu ça finalement. Comment être surpris qu'on puisse convaincre quelqu'un d'être plus lui-même qu'il ne l'était. C'est-à-dire de partir à la source. On joue sur des réflexes tout à fait naturels qui tournent l'homme, notamment dans une société de consommation qui peut être rejetée par la société occidentale avec des valeurs si décriées. Donc on va permettre à ces personnes, ou leur prétendre en tout cas, qu'elles peuvent se retrouver elles-mêmes dans plus de spiritualité, dans un retour à elles-mêmes, être donc plus elles-mêmes qu'elles ne l'étaient. Donc c'est très facile d'obtenir ensuite que, après cette adhésion idéologique, eh bien, on passe à autre chose, c'est-à-dire à l'agression armée. Et c'est ce qui s'est produit à l'époque, qui a donné naissance à ces conflits de l'ex-Yougoslavie. Parce que ce qui est important, cher Raphaël, et pourquoi aussi ces émissions, c'est parce qu'il faut... moi, je fais toujours le parallèle avec la situation française. Et alors on se dit non, ça ne peut pas arriver, la République est une, indivisible, il n'y a pas de communauté. Mais en réalité, c'est faux. Et c'est très facile de créer le germe de la division et de la dislocation. Il est important de faire le comparatif parce qu'on va être confronté à un problème majeur pour le public français, c'est qu'on n'a pas le même prisme analytique et nous n'avons pas les mêmes sensibilités aujourd'hui. Quand vous posez des questions d'identité à des populations serbes, c'est une identité qui est affirmée et qui est assumée. Et quand vous allez dans des territoires de l'ex-Yougoslavie, vous posez des questions, moi c'est ce que j'ai pu faire, à des Monténégrins, même des Croates. Alors, les Croates ont quand même une fierté un petit peu plus assumée, ils sont quand même fiers d'être croates, mais quand on pose la question après du peuple, les gens vous diront, bah oui, nous sommes quand même principalement serbes. Et ça se retrouve même dans la langue, c'est-à-dire que même s'il y a eu cette création de territoires qu'on pourrait dire plutôt artificiels, suite à des traités, suite à des opérations extérieures, eh bien, on a quand même ce lien global qui est fait de population. On parle de la même population, avec des problématiques internes. On a cité l'exemple là, de la problématique religieuse qui crée des séparations. Et en France, c'est très compliqué parce qu'on a encore l'influence de la République laïque. La dimension religieuse est très difficile, en tant qu'identité très forte d'une population, est très difficile à assimiler pour un Français aujourd'hui, je pense. Par exemple,
j'invite vraiment les spectateurs à aller dans le territoire des Balkans, vous allez voir l'imprégnation architecturale de la religion qui est encore très présente. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais au Monténégro, même quand j'allais voir des apiculteurs, vous voyez sur les ruches des croix orthodoxes qui sont mises. C'est-à-dire que les ruches sont même des petites églises orthodoxes. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que je pense qu'on perd énormément de cette sensibilité-là lorsqu'on veut analyser des populations et donc une situation politique qu'il peut y avoir sur ce territoire. Voilà, et c'est pour ça que c'est important que tu sois présent parmi nous. Du coup, Votre Excellence, on a fait la chronologie et allons maintenant sur le présent. Pourquoi aujourd'hui il y a crise importante? Vous l'avez dit que il n'y a pas eu crise aussi importante depuis 30 ans. Pourquoi cette crise aujourd'hui? D'abord, j'aimerais bien préciser Allez-y. que la traité de paix de Dayton a établi la paix en Bosnie-Herzégovine. Et aussi, je tiens à rappeler que la constitution de la Bosnie-Herzégovine fait partie intégrante de cet accord de paix et qu'elle n'a pas été adoptée par la voie régulière, mais par le biais de cet accord. Les deux côtés qui ont été en conflit, donc la République serbe de Bosnie-Herzégovine et Fédération de Bosnie-Herzégovine, Fédération croate musulmane, ont été en conflit. Avec l'accord de Dayton, ils ont introduit dans cet accord l'État qu'on avait, donc la constitution de République serbe et la constitution de Fédération de Bosnie-Herzégovine. Ils se sont mis d'accord que certaines compétences vont être attribuées à l'État général, donc central, mais la plupart des compétences ont été quand même consacrées et dédiées aux entités, donc la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La Bosnie reste même aujourd'hui un pays qui est constitué de deux entités, donc République serbe et Fédération de Bosnie-Herzégovine, et trois peuples constitutifs, les Serbes, Croates et Bosniaques. Nous avons une présidence collégiale qui tripartite avec un membre de présidence serbe, croate et bosniaque qui devront porter toutes les décisions ensemble par un consensus et un dialogue. La situation aussi qui est aujourd'hui présente est le fait qu'avec les accords de Dayton, en Bosnie-Herzégovine a été établie la présence de hauts représentants de bureau de OHR, hauts représentants de communauté internationale des Nations Unies, qui devrait avoir un mandat de juste faire une supervision de fonctionnement, d'aider vraiment d'apaiser la situation en Bosnie-Herzégovine si besoin. Mais avec certaines compétences qui lui ont été attribuées pendant la conférence de Bonn 2 ans après la signature des accords de Dayton, donc en 1997, plusieurs compétences ont de nouveau attribuées à cet autre représentant, mais quand même, il reste comme quelqu'un qui devrait donner des conseils et un peu regarder la situation de la stabilité en Bosnie-Herzégovine. La situation n'était pas comme ça avec les années. Nous avons vu beaucoup de changements dans la Constitution, dans les accords de Dayton aussi. Et les autres représentants présents dans la Bosnie-Herzégovine ont beaucoup changé la Constitution, même ils ont beaucoup influencé la situation politique. Donc, beaucoup de compétences qui ont été données aux entités, quand même, se sont passées au niveau d'État central. Donc, il y avait toujours cette volonté de centraliser la Bosnie-Herzégovine, ce qui n'est pas possible parce que les rapports de force qui étaient établis avec des accords de Dayton ont garanti quand même un équilibre juste pour les trois peuples constitutifs et pour toutes ces complexités de... Mais du coup, pourquoi pas... plutôt que de faire cohabiter des Serbes, des Bosniaques, trois peuples dans un même pays, pourquoi ne pas déjà à l'époque faire de la République serbe la Serbie, quoi? Qu'est-ce qui a empêché à l'époque de créer voilà, donc la communauté internationale, il n'acceptait pas. Donc, il fallait mettre trois peuples dont on savait qu'ils avaient déjà des démêlés ensemble. Exactement. Comme vous avez, monsieur Raphaël, mentionné une Yougoslavie en petit, peut-être. Si la Yougoslavie telle qu'elle était avant ne pouvait pas fonctionner, comment nous pouvons attendre que la Bosnie-Herzégovine, tellement mixte, avec tellement de complexité, va
pouvoir fonctionner facilement. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais ce qui est clair que la présence des autres représentants et cette influence extérieure en Bosnie-Herzégovine a créé des tensions de tout debout, et les accords de Dayton ont créé la poste de haut représentant, mais son mandat est strictement limité et ne comprend aucune autorité pour prendre des décisions contraignantes pour quiconque, encore moins pour adopter les lois à la place des parlements nationaux, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, le haut représentant qui est en place, peut-être on ne peut pas le dire haut représentant parce que pour quelqu'un qui devient un haut représentant légitime, il fallait que le Conseil des Nations Unies l'approuve. Le dernier, Christian Schmidt, qui est un homme politique allemand, n'a été pas approuvé par le Conseil de sécurité et la côté serbe ne le considère pas. Ça veut dire que normalement ce haut représentant, c'est-à-dire en gros celui qui décide, doit être approuvé par l'ONU. Oui. Il ne l'a pas été. Exactement. Et il reste haut représentant quand même. Il reste un autre représentant avec le soutien des États-Unis et l'Union européenne, évidemment. Il est là-bas en place. Monsieur Schmidt, il viole manifestement l'ordre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine qui exige que les lois soient adoptées par des procédures démocratiques spécifiques et par des institutions démocratiquement élues telles que l'Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, l'Assemblée nationale de la République serbe ou le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais à part de ces institutions légales, légitimes, avec les élus qui sont élus dans la manière démocratique dans les élections, il y a une personne, cet haut représentant, qui donne des lois à part des institutions légales. Et on n'accepte pas ce néocolonialisme qui se présente en Bosnie-Herzégovine. Merci, Votre Excellence. Maître Domergue, c'est quand même fou que ce haut représentant puisse décider qu'il reste haut représentant, donc en gros le patron, pour être trivial, alors qu'il n'a pas l'accord des Nations Unies. Déjà, un petit mot là-dessus. Et puis deuxième chose, quels sont les pouvoirs est-ce que c'est qu'un exécutif ou est-ce qu'il va au-delà d'un pouvoir exécutif, ce représentant ? Ce que vient de rappeler Mme Kondic-Panic, l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine, c'est qu'il y a eu déjà une transformation de l'esprit des accords de Dayton, qui date donc du 14 décembre 1995, signé à Paris en réalité, mais négocié sur une base militaire américaine dans l'Ohio, au mois de novembre de 1995. Les accords de Dayton, donc d'une part, instituent la paix et prévoient l'intervention de forces nouvelles, issues de l'OTAN pour garantir la paix sur le terrain, mais organise donc les pouvoirs pour la suite et crée une confédération. La confédération, c'est un mode d'association des États qui est le plus faible par rapport notamment à la fédération. À l'époque, on ne donne que des pouvoirs liés aux relations extérieures, à tout ce qui concerne de manière indivisible l'ensemble des entités de la Bosnie-Herzégovine. Mais l'essentiel du pouvoir politique est donné à ces deux entités, donc l'une qui rassemble les Croates et les musulmans bosniaques, et de l'autre côté, la République des Serbes en Bosnie, la Republika Srpska. Et tout d'un coup, parce que ça se produit 2 ans après, en 1997, on institue un régime complètement différent, puisque on va donner des pouvoirs. Alors, Dayton prévoyait la présence d'un haut représentant, mais c'était un personnage destiné à mettre un peu de l'huile dans les rouages, à donner des conseils, à créer des liens entre les différentes parties pour que les accords de Dayton se mettent réellement en place. On était dans l'urgence humanitaire, il s'agissait de préparer le retour des réfugiés, etc. Et puis en 1997, là, c'est un basculement total, alors que les accords de Dayton, déjà, ont été signés dans des conditions forcément complexes, difficiles, correspondent à un équilibre à un moment donné entre les forces en présence. Eh bien, lors de la conférence de Bonn de décembre 1997, eh bien, on donne les pleins pouvoirs, en quelque sorte, à ce haut représentant. C'est-à-dire que, finalement, on revient en arrière. Au lieu de faciliter
le retour à la normale dans le fonctionnement des institutions politiques, on va agir d'une manière tout à fait autoritaire en donnant les pleins pouvoirs à ce haut représentant. Qui c'est le on qui donne les pleins pouvoirs? Ce sont les Occidentaux. Les Russes sont présents, puisque en réalité, ce mécanisme se met en place dans le cadre du Conseil de mise en œuvre de la paix, qui a été prévu par les accords de Dayton, qui se réunit régulièrement. Donc on a toutes les parties, disons les parrains, les grands parrains autour de ce conseil, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Enfin, il y a 55 pays et organisations internationales, et plus des organisations internationales qui sont rassemblées dans ce conseil. Mais bien entendu, il y a des voix qui portent un peu plus fort que d'autres. Et tout de même, notons que c'est à Bonn que se déroule ce changement total de configuration institutionnelle, et on donne, sans la signature des Serbes, c'est là que déjà que se noue le conflit qui éclate aujourd'hui, c'est là le germe, puisque la délégation serbe claque la porte de cette conférence, mais malgré tout, donc, on va mettre en place un haut représentant qui devient une sorte de gouverneur, en fait, de la Bosnie-Herzégovine. C'est comme l'indique d'ailleurs très clairement le site Wikipédia, qui ne peut pas être accusé de sentiments pro-russes ou pro-slaves. C'est le plus haut représentant, le plus haut pouvoir politique de la Bosnie-Herzégovine. Tout est dit. Quels sont ces pouvoirs aujourd'hui? Parce que vous avez parlé de plein pouvoir. Quels sont exactement ces pleins pouvoirs? Ce qu'on va dire, c'est que le haut représentant a désormais des pouvoirs contraignants. Voilà le terme qui est utilisé. Un pouvoir contraignant pour s'opposer aux décisions et aux personnes qui feraient obstacle à la mise en place des accords de Dayton. Il est vrai que les accords de Dayton ont eu quelques difficultés à être mis en place. On sortait d'un conflit extrêmement violent, de haine qui s'était exprimée de la manière la plus terrible qui soit sur le terrain. Les accords de Dayton donc, devaient être tout de même accompagnés, effectivement. Mais là, on choisit cette méthode radicale des pleins pouvoirs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir contraignant? Dites plein pouvoir aussi, parce que par rapport à la doctrine Montesquieu, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on a interprété finalement. Parce que les juristes peuvent s'arracher les cheveux et se demander longtemps ce que veut dire pouvoir contraignant. Ça signifie qu'on doit pouvoir imposer son autorité à quiconque, en fait, en Bosnie-Herzégovine. Mais est-ce que ça devait aller jusqu'à mettre en péril le pouvoir législatif? C'est-à-dire que les accords de Dayton mettent en place un système extrêmement complexe, très original, où on a à la fois donc, cet État confédéral, mais des entités qui comportent l'ensemble des institutions qui sont nécessaires pour tout État démocratique, un Parlement, un pouvoir exécutif, une Cour constitutionnelle, enfin un pouvoir judiciaire complet. Eh bien, ce qu'il aurait fallu, logiquement, c'était donner ces chances à ces institutions de fonctionner totalement. Et là, on le contourne en quelque sorte et on dit on va pouvoir finalement bloquer l'ensemble des institutions de ces deux entités, c'est-à-dire y compris le pouvoir législatif. C'est-à-dire que comme si un président de la République était exécutif et législatif. Ça s'appellerait plus un président de la République, ça s'appellerait un dictateur. Et c'est exactement ce qui se passe en Bosnie aujourd'hui. Et alors, voilà, venant en plus... Vous vouliez rajouter quelque chose, votre Excellence? Oui, je voulais dire qu'en fait, le mandat de haut représentant est interprété à tort. Donc, ce n'est pas ce qui était son mandat. Il ne pouvait pas être au-dessous de processus législatif. Donc, il n'est pas au-dessous de le Parlement. Peut-être s'il y avait des décrets ou de certaines impositions des lois en Bosnie-Herzégovine, on veut dire que les lois ont été imposées, mais à la fin, il a été adopté par le Parlement de Bosnie-Herzégovine. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le fait que l'action la plus scandaleuse et imprudente de M. Schmidt a été l'imposition unilatérale de droit pénal par le décret en juillet 2023, menaçant effectivement d'emprisonner tout responsable de la Bosnie-Herzégovine qui refuserait de traiter cette décision comme si elle était dûment adoptée par les législatures de la pays. Attendez, donc, vous avez dit d'emprisonner
Oui, en gros, un opposant politique. C'est ça, quoi, en gros. Ça exactement. veut dire qu'un Allemand vient en Oui. Bosnie-Herzégovine, qui n'est pas son pays, mais bon, c'est pas surprenant venant d'un Allemand, et il dit en gros qu'il faudrait emprisonner un responsable politique qui s'oppose à cet état de fait. Exactement. Et on a la situation concrète aujourd'hui que la crise actuelle et la menace pour la paix et la sécurité en Bosnie-Herzégovine sont le résultat direct du verdict prononcé par un juge bosniaque, ancien officier de l'armée bosniaque pendant la guerre, qui a condamné le président démocratiquement élu de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, ce qui constitue une violence directe de l'accord de Dayton et de droit international, de la Constitution et de la Constitution de la République serbe. Elle est raison pour laquelle a été condamné, c'est qu'il a signé un décret de promulgation d'une loi adoptée par l'Assemblée, par le Parlement de la République serbe. C'est-à-dire qu'il a promulgué une loi qui disait, vous allez dire ce qu'elle disait, et donc il fait un an de prison. À cause de ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle dit du coup cette loi? L'Assemblée nationale de République serbe a adopté une loi selon laquelle les décisions dernière décision de haut représentant Christian Schmidt ne s'appliquent pas sur le territoire de la République serbe. Et le président Dodik, il a signé la promulgation de cette loi, et c'est la raison pour laquelle il a été venu devant les juges bosniaques de la Cour de Bosnie-Herzégovine, qui n'a été même pas prévu par la Constitution ni par l'accord de Dayton, mais qui était aussi imposé avant par les autres représentants précédents. Comme si, cher maître Georges Domergue, comme si Madame Pécresse en France mettait le ticket de métro à 2,50 €, ce qu'elle a fait, et que pour ça elle prenait un an de prison peut-être. Oui, parce que... Pour être un peu, si ça ne plaît pas à quelqu'un qui est au-dessous de loi. Voilà. Oui, parce que effectivement, Madame l'ambassadrice a eu raison de rappeler que c'était une interprétation très extrémiste, dire des accords de la conférence de Bonn, puisque il avait été décidé en 1997 que ce haut représentant pourrait prendre des décisions contraignantes. Décisions contraignantes, ça fait plutôt référence au pouvoir exécutif. À la rigueur, là, on aurait pu parler de président de la République, de la Confédération, nommé de l'étranger, ce qui est quand même un peu curieux quand même pour un État démocratique qui est candidat à l'Union européenne et reconnu candidat à l'Union européenne. Le moindre des choses, c'est qu'il puisse bénéficier d'institutions démocratiques. Et là, ce n'était pas le cas. Mais là, on va bien au-delà, puisque cette notion de décision contraignante a été interprétée par M. Schmidt comme lui donnant la possibilité de créer un texte de loi. Je dis de loi parce que le texte qui sanctionne pénalement ceux qui ne respecteraient pas ses propres décisions, les décisions de M. Schmidt, donc ce texte prévoit des peines d'emprisonnement. En France, pour instituer une peine d'emprisonnement, il faut une loi. Ce n'est pas un ministre de la Justice, un Premier ministre, un président qui peut prévoir une peine d'emprisonnement. Donc là, c'est le haut représentant qui lui-même a créé ce texte pour sanctionner de peines d'emprisonnement qui auraient pu être encore plus élevées d'ailleurs, ceux qui ne respecteraient pas ces décisions. Donc il a été assez souple, on va dire, quoi, c'est ça. Mais aussi, monsieur Domergue, vous devrez savoir mieux, mais il n'y a pas de rétroactivité. Si un crime a été commis, on ne peut pas donner une loi après le crime et dire que le crime a été commis. Donc, oui, tout à fait. Là, normalement, on aurait dû partir de juillet 2023, c'est-à-dire... Alors, cher Raphaël, on est dans une situation quand même dingue, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a un Allemand, en gros le grand patron d'un pays européen, et qui emprisonne des opposants. Alors, là, on est sur une dictature. Oui, mais alors il n'y a pas que un an d'emprisonnement, hein. Un autre détail important à retenir, c'est les 6 ans d'interdiction. Oui, voilà, c'est ça pour aussi. exercer l'activité c'était politique. l'objectif de processus. Parce que ça s'appelle une destruction de carrière politique intégrale. Parce que l'année d'emprisonnement, quelque part, bon, ça peut peut-être avoir un effet, je sais pas, de martyr ou autre, mais c'est que être capable de détruire une carrière intégralement, de par ce statut qui est très trouble, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir contraignant, ça n'a, sur le plan du droit, c'est quand même très flou. Et on a aussi le fait que c'est le tribunal constitutionnel qui s'est organisé pour pouvoir empêcher, retirer la loi qui a été promulguée par
par le président de la Bosnie-Herzégovine. Donc on voit qu'en fait il y a une collusion parfaite entre ce gouverneur allemand, parce que c'est un gouverneur, en fait il administre un État, et après on veut faire croire qu'il y a une forme de démocratie, mais c'est s'il y a un opposant, il peut être à la fois enfermé si besoin, et en même temps on peut l'empêcher de se présenter aux élections. Bon ben ça, voilà. C'est toujours en plus au nom de l'Union européenne, ça c'est quand même quelque chose d'assez curieux, c'est que ce sont toujours issus de pays qui nous parlent constamment de démocratie, de liberté d'expression. C'est l'absurdité continue de l'entité européenne. Qui éclatera un jour ou l'autre de toute manière. Je pense que l'actualité géopolitique actuelle va faire afficher de plus en plus toutes les contradictions de notre continent plutôt triste en ce moment. Cher maître? Oui, formellement, évidemment, on montre un pseudo-processus légal, c'est-à-dire que ce n'est pas évidemment directement M. Schmitt qui a prononcé la peine et encore moins mis à exécution cette peine. On a fait intervenir d'autres institutions judiciaires, donc certaines ont été créées par la suite, qui ne sont pas dans la constitution d'origine prévue dans les accords de Dayton. L'annexe 4, donc, on le rappelle, de ces accords fixe la constitution de Bosnie-Herzégovine. Donc on se réclame, on peut ainsi, du côté de l'Europe, se réclamer du droit en disant, mais regardez, ce sont des magistrats qui sont intervenus. Le problème, évidemment, c'est que l'infraction elle-même, le crime lui-même, on peut dire, a été créé de manière tout à fait artificielle par ce haut représentant qui n'en avait visiblement pas le pouvoir. Et je mets de côté encore, en plus, les conditions de sa désignation qui ont été brièvement évoquées tout à l'heure. Alors, on va continuer dans une deuxième partie d'émission, mais avant ça, le Bobino. Votre Excellence... ah bah tiens, une question. Ah là 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 là. Un commentaire. L'État est l'espace de l'autorité, la société est l'espace de la liberté. Le pouvoir politique de l'État doit être philosophique et non pas économique ou théologique. Les marchands et les religieux différents doivent rester à leur place dans la société. N'est-ce pas cela l'idéal indo-européen depuis des millénaires? Qu'est-ce que vous en pensez de ce commentaire? C'est très philosophe. On est très philosophe chez nous à Radio Courtoisie. C'est un commentaire assez philosophique, évidemment. Donc, mais revenons sur ça nous ramène quand même. Pardon? Ça nous ramène quand même aux origines de ce conflit. Où peut-être qu'on a oublié ce qu'on appelle quelquefois, selon une formule un peu usée, le vouloir vivre ensemble. Mais on avait créé un idéal commun, en tout cas. Et c'est ça qui est navrant dans cette image que l'on donne des Serbes, c'est qu'on oublie tout ce que les Serbes ont porté de l'esprit de la Yougoslavie. On peut bien entendu, encore une fois, contester l'intérêt de cet État, et d'ailleurs les atteintes aussi aux droits d'expression qui existaient à l'époque, mais il y avait un idéal commun. Et aujourd'hui, on voit bien que ce sont, comme le dit remarque cet auditeur, des intérêts économiques qui sont derrière, à l'extérieur de la Yougoslavie, et des réflexes ethnico-religieux. Parce que, oui, c'est ça. C'est économie, réflexes ethnico-religieux. Et est-ce qu'il y a aussi, faut se le dire, des concurrences entre nations? Peut-être que des nations extérieures, les Américains par exemple, ou des Russes, apportent aussi une influence qui fait que il y a on va dire, des concurrences géostratégiques et géopolitiques. Exactement. Personnellement, je me sens comme on est souvent considéré comme le jouet aux mains des grands joueurs de grande puissance. L'influence des différents centres de pouvoir est vraiment visible en Bosnie-Herzégovine. L'influence des pays golfe, l'influence de la Chine qui investit beaucoup, l'influence de la Russie qui est plutôt une liaison religieuse ou fait qu'on appartient au même peuple slave. Il n'y a pas des investissements ou de visibles influences de la Russie, mais aussi l'influence de pays anglo-saxons, donc des États-Unis, du Royaume-Uni, l'influence de l'Europe, l'Allemagne qui a une prétention toujours visible, la Turquie de l'autre côté. Donc, on est comme au milieu de grands pouvoirs qui essayent et qui veulent montrer leur puissance dans le cas de Bosnie-Herzégovine. Et puis, vous avez aussi l'ancien ambassadeur de monsieur Joe Biden. Et c'est là où on voit que l'ancienne administration américaine
a peut-être fait beaucoup de mal en politique étrangère, c'est que l'influence de l'ambassadeur de M. Joe Biden était néfaste. Il faut être honnête, l'ambassadeur qui a quitté le territoire de la Bosnie-Herzégovine en janvier cette année, Monsieur Michael Murphy, il a fait vraiment de mal à notre pays, je dois dire. Le comportement qui est complètement au contraire d'un diplomate qui a eu un comportement d'un grand boss de Bosnie-Herzégovine qui a eu des rencontres avec de différents interlocuteurs de manière vraiment pas appropriée à un diplomate et un comportement qui s'élevait au-dessous des institutions de Bosnie-Herzégovine. Et nous pouvons vraiment être clairs que les actions de haut représentants en Bosnie-Herzégovine ne pourraient pas se mettre en œuvre s'il n'y avait pas de cette soutien de... C'est-à-dire qu'on avait un ambassadeur qui ne faisait pas que de la représentation, mais qui prenait une forme de pouvoir politique sur la Bosnie. Exactement. Donc, des menaces si quelqu'un collabore, de sanctions, parce que le président Dodik, qui était élu démocratiquement par le peuple serbe avec une il est très populaire parmi les Serbes en République serbe. Et, il a subi et beaucoup d'autres qui sont autour du président Dodik, ils ont subi des sanctions des États-Unis. En même temps, ils ont interdit même au secteur bancaire de travailler avec le gouvernement de République serbe dans un moment. C'était fait par Michael Murphy, l'ancien ambassadeur. Il appelle une institution, il interdit la coopération avec la République serbe. Comme si, je sais pas moi, le Crédit Lyonnais, par exemple, ne travaillait pas avec l'État français. Oui, de même manière. Ce qu'on a fait, les institutions de la République serbe, ils voulaient seulement pas se soumettre sous ce nouveau néocolonialisme. On cherche seulement ce qu'on a été garanti par l'accord de Dayton et notre constitution. Rien de plus, rien de moins. Un dialogue, un consensus, essaye de trouver une manière de vivre ensemble. Alors, un petit mot, cher maître. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, ce qu'il faut bien noter, c'est que le combat que mène aujourd'hui la République serbe de Bosnie, c'est un combat vers le retour à l'esprit et à la lettre des accords de Dayton. En fait, on veut faire croire qu'on se met en marge, qu'on met en place une politique nationaliste séparatiste. C'est le contraire. Il est demandé le retour à l'application pure des accords de Dayton. Cher Raphaël, faut se dire les choses. Le fait que l'administration Biden soit partie, ça reste un bienfait lorsqu'on entend ce qui se passe en Bosnie et l'influence qu'a voulu avoir, par exemple, cet ambassadeur en Bosnie. Un bienfait peut-être, mais est-ce que ça changera la tendance générale? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que les États-Unis ne rentrent pas dans une forme, je dirais pas d'isolationnisme, mais bon, moins de néocolonialisme, par exemple, sur un pays comme la Bosnie? Alors, c'est une bonne question. On a l'administration Trump qui décide de se retirer sur les pratiques d'ingérence qui représentent toutes les opérations menées par la CIA pendant plusieurs décennies. Très bien. Ce que l'on voit, par contre, c'est qu'avec la purge actuelle au sein de l'administration Trump, on a un retrait de certaines forces qui sont néoconservatrices sur le sol européen. Et d'ailleurs, ce que l'on peut voir pour la Bosnie-Herzégovine, c'est que nous avons des troupes, c'est des forces européennes de Eurofor. Donc même si on a un retrait des États-Unis, on a quand même l'ingérence européenne. Et le problème, c'est que c'est l'ingérence de l'Union européenne qui est problématique. Quand vous regardez la situation et les commentaires qu'il peut y avoir, parce que la machine propagandaire est toujours en marche et aura toujours une forte influence. Quand on va parler du président, donc, qui représente le camp serbe, eh bien, on va dire c'est un proche de Poutine. On va le faire rejoindre dans le fameux axe du mal. Quand on a eu la condamnation, on a le ministre de l'Intérieur, Ramo Isaac, qui se permet de dire que c'est un cadavre politique, un guignol qui est tombé à l'eau. Et donc là, on voit plutôt en fait une jouissance du côté de l'animalisme politique, c'est-à-dire la prise de pouvoir au lieu d'un respect de conditions démocratiques, c'est utiliser ces forces extérieures avec l'ingérence de ce gouverneur qui permet d'avoir des mesures tout simplement contraignantes sur un État. Ça s'appelle bafouer complètement la souveraineté d'un pays.
Et je ne pense pas que la tendance changera. Parce que c'est là la problématique qu'on a, et d'ailleurs sur d'autres théâtres d'opération, c'est maintenant que va faire l'Union européenne et la force de l'Union européenne. Euroforce, c'est quand même ce qui a pris le relais des anciennes opérations de l'OTAN. Donc, même si on a un retrait actuel des États-Unis, ça ne changera pas les influences, je pense, sur les Balkans actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient de se dire, Votre Excellence? Je vois qu'il a vraiment très bien compris la situation en Bosnie-Herzégovine et je vous remercie pour ça. C'est évident que le plus grand problème a été créé en Bosnie-Herzégovine par étrangers et le côté bosniaque n'a jamais accepté le fait que l'existence de la République serbe. Dans l'agenda de SDA, le plus fort parti politique bosniaque de Bosnie, il était bien clair que de Bosnie-Herzégovine, il faut créer un pays centraliste islamique, mais la présence de la République serbe et la population serbe ne le permet pas ça. Donc, il voulait à tout prix venir s'engager, venir jusqu'à le moment où ils auront un pays centralisé islamiste et les Serbes s'opposent à ça. Donc, mais ce qu'on a pu vraiment garantir, c'est que nous sommes déterminés à restaurer l'ordre constitutionnel à la République serbe et en Bosnie-Herzégovine et restons engagés à trouver une résolution pacifique et démocratique. Les deux membres de présidence, M. Bečirović et Komšić, ils ont invité après cet verdict et certains actes en République serbe, ils ont même appelé l'armée de Bosnie-Herzégovine de se mettre en place et peut-être d'être prête d'être appelée, mais de côté de Serbe, de République serbe, on invite vraiment à un apaisement de la situation, on invite de tout début à un dialogue, à un consensus et vraiment de travailler et trouver une solution ensemble. C'est-à-dire que le peuple serbe de Bosnie, en gros, c'est le peuple qui gêne dans les instances internationales, si je puis dire. Et je voulais vous poser une question, Votre Excellence. Alors, au sein de la Bosnie, donc, il y a cette République Srpska, où les Serbes vivent. Mais est-ce que ces Serbes seraient les bienvenus s'ils allaient de l'autre côté, dans les pays, enfin, on va dire en Bosnie, toujours en Bosnie, mais dans le côté bosniaque, par exemple. Un peu comme si, je sais pas moi, si j'étais toulousain, niçois ou lillois, j'allais, je sais pas moi, à Paris, par exemple. Comment vit un Serbe aujourd'hui s'il a envie d'aller à Sarajevo, par exemple? Dans la vie quotidienne, il n'y a pas tellement de problèmes. J'ai pu te parler de la territoire de République serbe d'où je viens et je sais bien qu'il y a une cohabitation, une vivre ensemble sans aucun problème. À la République serbe, oui. Oui, et c'était comme ça même pendant la guerre. Donc, dans ma classe, au gymnase et à la faculté, il y avait toujours des Bosniaques, des Croates. Ça posait pas de problème. On n'a jamais demandé qu'est-ce que tu es, quelle est ta religion, à qui tu appartiens. Donc, c'est comme ça. Mais dans la fédération, nous pouvons voir que beaucoup de Serbes ont quitté leur territoire, leur maison qui ont été là depuis des siècles et ils n'ont jamais rentré parce qu'ils ne se sentent pas bien, évidemment, et qu'il y a quand même cette présence de cet islam extrémiste vraiment gêne un peu et rend une situation qui n'est pas vraiment agréable à vivre. C'est-à-dire qu'un Serbe, il n'est pas totalement en Bosnie, dans son pays en réalité. Il faut se dire les choses. Probablement oui. La réponse est probablement oui. On ne se sent pas trop à l'aise. Même si dans la vie, business ne connaissent pas la religion, les collaborations et coopérations entre les différentes entités, entre les villes, entre les entreprises ou même universités, ça fonctionne sans problème. La présence des organisations internationales dans l'Europe sud-est a vraiment beaucoup uni et aidé à améliorer les relations et de surmonter les difficultés après le conflit. Mais quand même, si on regarde de manière politique, c'est pas facile, c'est pas agréable du tout. C'est une situation quand même assez complexe et je me tourne vers Maître Georges Domergue. J'imagine que vous-même, vous êtes enraciné ici en France, parce que je veux faire aussi toujours cette comparaison avec la France, parce que les gens, à force de faire des interviews, je commence à comprendre comment les gens cogitent, et ils ont besoin d'avoir une image aussi un peu nationale lorsqu'on parle d'un pays qu'ils ne connaissent pas forcément. Et donc, j'imagine que vous-même êtes enraciné à la France, et que vous-même, vos petits enfants, qui
qui seront encore enracinés à la France se disent, bah tiens, est-ce qu'il est de bon ton pour moi d'habiter ailleurs que, je sais pas moi, le coin d'où je viens. C'est ça en gros un peu. C'est-à-dire que s'ils dépassent un peu leurs propres frontières de là où ils viennent, eh ben, est-ce que je serai encore français ou considéré comme un compatriote par les peuples qui habitent? C'est un combat de valeurs. C'est-à-dire ce que je veux retrouver quand je change de département en France, c'est globalement un certain esprit, ce qu'on appelle l'identité française, qui me permet de vivre de manière tout à fait équivalente, quels que soient les lieux où je décide d'habiter. Et la montée des extrémismes, en vérité, il n'y en a qu'un, c'est l'extrémisme islamique, conduit à exclure, c'est clair, puisque finalement, il n'y a pas d'autre solution que de se soumettre non seulement à une religion, mais à ses interprétations les plus extrêmes. Sinon, la vie est impossible. D'ailleurs, même si on n'en est pas exclu manu militari, on en est exclu de fait parce qu'on a besoin de partager, de se sentir en union avec ceux qui sont autour de vous. Moi, j'ai besoin de retrouver la France, quelles que soient les villes que je choisis d'occuper, où je choisis de vivre. Et donc, on voit bien que, et c'est pour ça que c'est très intéressant, tout ce qui se passe là-bas, finalement, ça nous renseigne sur les propres enjeux de notre pays. Et on ne peut pas ne pas s'y intéresser et de voir que d'autres, finalement, prennent en main la solution de ces problèmes, ce n'est pas rassurant. Je crois qu'il est temps qu'on retrouve peut-être l'esprit qu'on a perdu, qui n'est pas celui de la soumission à des lois européennes dont on ne sait pas où elles ont été finalement interprétées, imaginées, mais à notre histoire. La France devrait logiquement reprendre conscience d'elle-même, de son histoire et de ses liens multicentenaires avec la Serbie et les Serbes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Sûr. Et là, on semble complètement oublier la position française telle qu'il semble qu'elle se soit manifestée, est extrêmement suiviste par rapport à ce Suivi dogme. Par rapport à qui? Par rapport à un dogme européen qui, finalement, est inspiré peut-être par telle ou telle nation et passe pas l'Europe, parce que finalement... Vous pensez aux Américains, j'imagine. Je pense aux Américains, aux Allemands, qui dictent un agenda, qui dictent une carte de l'Europe aussi, qui vise à exclure globalement toute influence orthodoxe, slave. En réalité, l'histoire nous montre que la Russie est, et De Gaulle l'a bien rappelé à son époque, est forcément un partenaire dans la construction d'une Europe, de Brest à l'Oural. Ça veut dire quelque chose. Or, aujourd'hui, ce qui se passe avec les Serbes de Bosnie, c'est qu'ils sont punis pour garder ces liens avec la Russie. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, des liens avec Poutine, ce n'est pas une allégeance à une personne en particulier. Ce sont des liens culturels, historiques, qui rattachent naturellement les Serbes orthodoxes à la Russie orthodoxe, aussi d'ailleurs à la Grèce orthodoxe. C'est tout un monde qui dépasse les contingences politiciennes actuelles. Mais la doctrine allemande, mine de rien, ou germanique, ou prussienne, ce que vous voulez, a toujours été comme ça, pour le coup. Depuis des siècles. Mais bien sûr, c'est en réalité... Et même pendant la guerre. Et surtout pendant la guerre. Voilà, ce qui est quand même très important, c'est que les Serbes ont toujours été nos alliés. En vérité, ils ont été nos alliés pendant la Première Guerre mondiale. Comme ça a été dit tout à l'heure, ils ont donné un tribut extrêmement lourd en termes de pertes humaines, le plus lourd d'ailleurs de tous les États ayant participé à la Première Guerre mondiale. Proportionnellement à la population, ce sont les Serbes qui ont donné le plus. Et ils ont des souvenirs communs. Quand on va en Serbie, il y a un monument d'ailleurs près de l'ambassade de France à Belgrade qui relate ces moments historiques. Mon grand-père, personnellement, un de mes grands-pères, a participé à ces opérations des Balkans. Et il y a une chanson que chantaient tous les écoliers serbes, Au loin une voile, où on rappelait le sacrifice des Français pour aller sauver des Serbes qui étaient pris en étau. Et cette opération, elle est toujours dans les mémoires des écoliers. À l'époque des bombardements terribles de 1999 sur Belgrade, eh bien, pudiquement, les Serbes ont posé un voile noir sur cette statue qui figure près de l'ambassade de France à Belgrade. Donc tous ces souvenirs communs, ils ont été renouvelés aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. On a rappelé le sacrifice
de beaucoup de Serbes, enfin de Yougoslaves, pour protéger les populations juives. Il y a eu des massacres de Serbes. Donc il y a toute cette histoire, ce lien culturel. On pourrait remonter d'ailleurs plus loin en histoire, parce qu'il y a une princesse d'Anjou qui s'est mariée avec un roi serbe, enfin, avec un prince serbe. Tout ceci, ça construit une culture. Et on a une culture commune avec ce monde orthodoxe qui garde une foi absolument pure, une foi chrétienne, qui est porteur de nos valeurs et qui les détient comme un trésor. Et donc, si on ne défend pas ce trésor, eh bien, on se met nous-mêmes en danger. Cher Raphaël, notre diplomatie, soit est suiviste, soit est en dessous de tout. Est-ce qu'on a encore d'ailleurs une diplomatie autonome, tiens, pour le coup? Ça, c'est la question aussi. Non, il faut regarder la situation géopolitique actuelle pour se rendre à l'évidence, malheureusement. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur un point qui a été donc énoncé par Maître Domer lorsqu'on faisait le comparatif, qu'on essayait de faire une comparaison avec une situation française. Bah, pour les auditeurs, peut-être, de dire la problématique qu'il peut y avoir, c'est imaginer Roubaix, qui est déjà actuellement un endroit assez compliqué en termes d'assimilation et de changement de culture et de population. Vous avez des magasins qui vendent des poupées sans visage, vous avez une population qui est beaucoup plus affirmée sur place sur la pratique de l'islam. Donc certes, et que cette zone-là, financée par des forces extérieures, demandait une forme d'indépendance, ça devient problématique. Alors après, il y a un point sur lequel je voudrais vraiment absolument rebondir, c'est que on parlait donc d'extrémisme islamisme, mais j'ai entendu il n'y en a qu'un et ce serait celui-là. Pour moi, je pense qu'il là il faut faire attention parce que ce serait d'ailleurs occulter la grande problématique à la fois du sujet pour la Bosnie-Herzégovine, mais de nombreux États qu'il y a au sein de l'Union européenne ou même dans le monde. Je ne crois pas que les élites européennes soient musulmanes. Je ne crois pas que la caste médiatique française soit musulmane. Je ne pense pas que l'administration américaine, avant le mouvement Trump, mais quand c'était le complexe militaro-industriel avec les opérations interventionnistes, était musulmane. Le business n'a pas forcément de religion, mais il y a quand même un historique, on peut avoir une identité, et il y a d'autres formes d'extrémisme qui en utilisent. Il y a l'utilisation de problématiques sur le terrain sociétal pour permettre des changements politiques profonds. Et ça, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est le grand problème que l'on a aussi aujourd'hui en France, c'est qu'on veut désigner un seul et même ennemi. C'est facile pour le cerveau humain. C'est quoi les ennemis? C'est quoi? C'est un État pro. Alors, il y a on va dire, l'influence de la religion, d'accord, mais est-ce qu'il y a, je sais pas moi, une forme d'état profond derrière? Oui, si on devait le faire, alors ce sera peut-être un petit peu grossier, il faudrait que je m'en excuse, mais on peut parler de toute cette dimension qui est l'impérialisme américain, mondialiste, avec une pensée néoconservatrice. C'est cet empire-là qui a permis, par le biais notamment de la CIA, je vous rappelle, on parle de plus d'une centaine de changements de régime en quelques décennies, d'opérations de déstabilisation des différents États à travers le monde. Et je ne crois pas que ces personnes-là, les personnes qui ont pu développer toutes ces idéologies, tous ces projets-là, que le complexe militaro-industriel soit financé ou contrôlé par le fondamentalisme musulman. Il faut quand même le dire, je le pense. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui montre une des grandes problématiques pour la Bosnie-Herzégovine, c'est qu'on a un Allemand qui, avec un statut juridique extrêmement trouble, peut alimenter certaines tensions et favoriser une population qui est sur place, qui représente une vraie opposition entre une communauté musulmane et une communauté orthodoxe. C'est plutôt, à mon avis, cet ensemble-là qu'il faut quand même toujours garder en tête, parce que sinon, on se concentre sur un symptôme et non pas sur la maladie qui quand même représente un problème assez large. Votre Excellence, peut-être vous pourrez nous dire ce que vous pensez de ce qu'a dit notre ami Raphaël, mais deuxième chose, si le haut représentant reste encore en l'état comme ça, parce qu'il n'est pas prêt de partir demain, visiblement, qu'est-ce qu'il peut se passer? Quelles seront les conséquences pour la Bosnie-Herzégovine? Et peut-être même pour aussi le côté serbe de la Bosnie-Herzégovine. C'est clair que nous restons engagés pour la paix et pour le respect de l'ordre constitutionnel. Les actions dans le Parlement et dans l'Assemblée nationale de République serbe ont été celles de nous retourner vers l'ordre établi par l'accord de Dayton. Pour la Bosnie-Herzégovine, malheureusement, ça signifie que nous n'allons pas être
possibilité d'accélérer notre chemin européen. On est un pays avec le statut de candidat, mais est-ce que ça va continuer dans ce chemin? On n'est pas clair. On veut tous que ce soit comme ça, mais ça dépend de nos partenaires, de nos concitoyens bosniaques et croates. Les Croates, ils comprennent assez bien la situation, mais malheureusement, les Bosniaques, ils cherchent encore cet soutien d'être favorisés, comme M. Raphaël a bien remarqué, d'être favorisés par quelqu'un d'ailleurs. Est-ce que le donne la force de faire ce qu'il veut? Il faut aussi bien rappeler, comme vous avez mentionné, l'islam extrémiste, tous les derniers grands actes terroristiques commis dans le monde entier, chaque fois, il y avait quelqu'un avec un passeport de Bosnie-Herzégovine, malheureusement. Et on a eu même les endroits cachés, bien protégés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, donc le côté bosniaque, où ils ont élevé des enfants, élevé des militants de cet extrémisme, ce qui reste quand même caché bien, et les Européens qui le savent bien, très souvent, ferment les yeux devant ça. Mais nous, on essaye vraiment d'être clair et d'être vraiment ouvert pour tout le monde. La Bosnie-Herzégovine repose justement sur la prise en compte de chacune des volontés de 3 peuples constitutifs, et il n'y a que le dialogue et l'accord mutuel qui permettront d'aller de l'avant et de progresser sur le chemin unique. Et il faut bien que tous les autres côtés de Bosnie-Herzégovine le comprennent bien. On n'a pas besoin des Allemands, des Américains, des Français peut-être, ou n'importe qui. C'est nous qui vivons ensemble et c'est nous qui devons trouver un consensus entre nous. Mais est-ce que ce consensus peut durer 50 ans? Est-ce que, comme la Bosnie-Herzégovine est une forme de petite Yougoslavie, est-ce que ça peut durer? On a des exemples, comme par exemple la Belgique ou l'Espagne, où il y a des confédérations, où on donne assez d'autonomie aux certaines régions, et c'est ce qu'on cherche aussi, d'avoir suffisamment de liberté pour être nous-mêmes, mais on accepte d'être dans la Bosnie-Herzégovine. On l'a bien accepté, on n'a rien... Est-ce qu'il y a un patriotisme Bosnie-Herzégovine? Il y a une patriote de bosniaque plutôt chez bosniaques les musulmans. Chez les Serbes et Croates, c'est beaucoup plus élevé quand il s'agit d'un patriotisme vers la Serbie ou vers la Croatie. C'est pourquoi beaucoup de joueurs pendant les Jeux olympiques de Bosnie-Herzégovine, ils jouaient pour l'équipe de la Serbie ou de l'équipe pour la Croatie. Ça veut dire que parmi les Croates et les Serbes, il n'y a pas d'appartenance. Il n'y a pas cet sentiment d'appartenance. On ne peut pas ordonner qu'on le sent. Donc, ce sont des sentiments antérieurs. Donc, même le drapeau ou le hymne de Bosnie-Herzégovine, c'est artificiel, c'est imposé. Donc, ça ne peut pas être lié avec le peuple slave auquel on appartient. Et donc, c'est un peu difficile de fonctionner comme ça. Merci beaucoup, Votre Excellence. Cher maître, s'il n'y a pas cette appartenance... est-ce que cette situation peut durer, même sans le haut représentant? Alors, effectivement, déjà, le retrait du haut représentant qui est envisagé depuis très longtemps, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un personnage destiné à faciliter la transition. Dès 2008, je crois que des institutions européennes proposaient la fermeture du bureau du haut représentant, parce qu'il est entouré de tout un staff, une sorte de gouvernement autour de lui. Et pour autant, 20 ans plus tard, non seulement il est là, mais il utilise des pouvoirs extrêmement forts. Donc la disparition du haut représentant serait la première solution et logique pour retourner à la pureté des institutions. Mais c'est à court terme. Mais c'est à court terme. Mais effectivement, même si je comprends le point de vue de Madame l'ambassadrice, du côté de la République serbe de Bosnie, on promeut le retour à un dialogue, à une vie en commun apaisée. C'est tout à fait normal. Personnellement, à titre personnel, je suis très sceptique sur la possibilité de créer véritablement cet État confédéral sur la durée. Je pense que les frontières ont été dessinées lors des accords de Dayton de telle sorte que les populations puissent se retrouver dans un territoire donné. Ce qui signifie que l'idée même de la fusion, de la communion, disons, entre les peuples de Bosnie-Herzégovine était déjà douteuse. On n'y croyait qu'à moitié. Donc, aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire naître cette
idéal commun, cette idée d'appartenance à un État unique, la Confédération de Bosnie-Herzégovine. La solution la plus apaisée, c'est que chacun finalement en prenne acte et évolue à l'intérieur de ses propres institutions. Le destin peut-être de la République serbe de Bosnie, c'est de retrouver son frère aîné, sa sœur aînée, la Serbie, et de former une autre confédération, cette fois, une confédération serbe. Espérons-le. Alors, commentaire d'auditeur. Alors déjà pour toi, cher Raphaël, bonjour, ce symptôme, comme dit Raphaël, fait des blessés et des morts par des attaques au couteau, le réel et aussi dans la rue. Donc il confirme tes propos. Et puis on a un auditeur qui est poète et qui a fait une poésie là, il a 1h30, il avait fait sa petite poésie très sympathique et je vais vous la lire. Tesla, Pupine, Joko ont fait des étincelles, à chacun son génie savoureux, tel fin sel, peuple serbe honorant, que son sort enfin scelle, le glorieux cavalier qui monture bien scelle. Alors vraiment, on a de la chance d'être à Radio Courtoisie, on a des poètes parmi nos auditeurs. L'émission touche à sa fin. Merci à vous, Votre Excellence, d'être venu ici à Radio Courtoisie, d'avoir pu expliquer la situation bosniaque qui doit être plus informée, qui doit être plus montrée, et je serai très honoré de vous recevoir encore pour continuer à en parler. Merci à vous, Maître Domergue, et merci à toi, Raphaël. Je rends l'antenne et je vais la reprendre pour le libre journal des controverses. Je vous retrouve dans 3 minutes 30 secondes. Allez, à tout de suite. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.